Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties d'août. Ce soir, nous allons vous présenter donc tous les jeux qui arrivent en août. Évidemment, c'est les vacances. Les éditeurs se sont calmés, c'est donc très léger, mais il y a quand même quelques jeux très intéressants qui arrivent. Bienvenue dans les futures sorties d'août. On commence avec le 2 août avec Rien à cacher de chez Coco Chéri. Alors, on attaque avec du petit jeu d'été, donc Rien à cacher, dont l'auteur est Adrien Foulda, Antoine Tissot, Luc Debois, l'illustrateur Loïc Sécheresse, et donc c'est édité par Coco Chéri. Donc Rien à cacher, bah, c'est un jeu de bluff, tout simplement. C'est un petit jeu de bluff qui va être un petit peu sur la politique. Parce qu'en fait, vous allez avoir en fait des lois, des choses qui vont vous être interdit, que le gouvernement va proposer d'interdire. Alors, c'est des trucs très bruts. Hein. C'est interdit de se déplacer, interdit de liberté sexuelle, interdit de je sais plus. Enfin, voilà. Il y a 8 ou 9 cartes comme ça possibles qui vont vous interdire des choses et qui vont proposer de vous interdire. Dans votre main, on a tous un deck de départ identique avec des cartes qui sont associées aux interdictions. Et votre tour de jeu, c'est tout simple, c'est que vous allez jouer une carte devant vous, suivant si vous êtes surveillé par le gouvernement ou pas. Si vous êtes surveillé par le gouvernement, vous ne pouvez pas mentir, vous devez mettre une carte face visible qui n'est pas une carte qui est interdite, tout simplement. Les autres joueurs, quand c'est leur tour, eux, ils vont mettre une carte face cachée et ils vont dire « je n'ai rien à cacher ». Et à ce moment-là, les autres joueurs, ils vont vous pouvoir vérifier en disant tu mens, on retourne la carte, et si la carte qu'il a mise c'est l'une des 3 interdictions, à ce moment-là, le joueur qui l'a battu, qui l'a trouvé, va gagner ce qu'on appelle un jeton citoyen modèle, qui seront l'équivalent des points de victoire. Hein. Si jamais c'est l'inverse, et qu'il avait raison, qu'il n'avait pas menti, qu'il avait joué un truc qu'il avait le droit, à ce moment-là, c'est lui qui récupère un citoyen modèle. Mais si jamais, par contre, il a fait quelque chose qu'il n'avait pas le droit, le gouvernement, il n'est vraiment pas content. Et du coup, la carte, on va la retourner. Et cette fois-ci, ça va être interdit, tout court. Ça veut dire quoi? C'est si jamais je retente et que ça passe pas, je suis éliminé de la partie. Donc, à moi de faire attention à ça. Celui qui perd va aussi piocher des cartes qui vont avoir des symboles supplémentaires. Le but du jeu, c'est de se vider sa main. Le premier joueur qui vide sa main gagne la partie. Ou alors, si toutes les cartes gouvernement, il y en a 6, sont apparues, à ce moment-là, c'est celui qui a le plus de citoyens modèles qui gagne la partie. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez la carte côté recto, côté verso. Voilà. Il faut sécuriser l'espace public. Il faut garantir l'ordre républicain. Enfin voilà. Bon, vous voyez un petit peu les trucs. On voit Donald Trump ici. Enfin voilà. C'est un petit jeu d'ambiance pour rigoler. Bon, ils disent à partir de 2 joueurs. Non, 3 joueurs. Bon, voilà. C'est du 5 joueurs qui vont jouer à ça. Bon, c'est pas forcément le jeu qui va nous intéresser. Voilà. Rien à cacher. On passe à Papillon Gardens de chez Matago. Papillon Gardens, l'auteur est J.B. Howell et l'illustrateur est Whitney Ryder. Alors, Papillon Gardens, nous allons passer ici. C'est un jeu de tampon and white. Vous avez bien tampon and white. Pourquoi tampon? Parce qu'en fait, vous allez tamponner une feuille. Voilà. Vous allez devoir tamponner une feuille. Et le but, ça va être essayer en fait de faire une sorte de parc de papillons. Hein. Papillon Garden, c'est gardien des papillons, si je dis pas de bêtises. Et donc, le but, ça va être d'essayer de créer un maximum de parcs pour ces papillons en cochant des cases à l'aide de dés. Alors, on n'a pas trop les images ici, même sur BGG de présente. Mais en fait, vous allez avoir d'autres feuilles à côté que vous allez cocher. Vous allez pouvoir cocher des plantes. Vous allez pouvoir cocher des papillons ici, là, que vous pouvez colorier. Vous allez tamponner ici des cases. Et en fait, c'est un jeu avec des dés aussi. Vous allez avoir des dés qui sont associés à une carte. Et cette carte, c'est l'action que vous allez pouvoir faire. Et l'action, ça va être ou de tamponner, ou de créer des zones de parc, ou de colorier justement les feuilles qu'on ne voit pas à côté, qui vont être des sortes de plantes, etc. pour essayer de cloisonner tout ça, ces papillons, et créer un maximum de gardiens. Voilà. J'ai pas énormément plus d'infos sur ce jeu-là. La couve est, je trouve, plutôt jolie. Elle est super jolie. Le thème assez intéressant, même s'il existe déjà un jeu sur le thème des papillons, enfin même deux. Mariposa. Ouais, il y a Mariposa, il y a aussi un jeu qui s'appelait tout simplement Papillon.
Mais en tout cas, ce côté tampon et tout m'intrigue énormément. Ça donne plutôt envie. Voilà. Mais c'est un flip and write, ils disent, parce qu'en fait, on va voir les cartes, mais on va voir aussi des tampons, on va voir aussi des dés. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc, ça donne vraiment très très envie. Ça a l'air assez atypique. On passe du coup au 9 août maintenant, donc le 2 c'est déjà fini, avec Dune Imperium Insurrection de chez Lucky Dog Games. Donc Dune Imperium Insurrection, c'est donc la suite de Dune, c'est-à-dire que c'est un standalone dans le même univers que Dune Imperium, qui va être en fait un jeu à peu près identique à Dune Imperium, mais en plus expert. Voilà, les cases vont être changées, ont été revues. Il va y avoir des nouvelles unités qui vont arriver, avec notamment les vers présents ici, qui vont être là vraiment pour le combat être beaucoup plus fort et, voilà, et vous permettre d'engager des combats vraiment de manière très très forte. Et vous allez avoir des changements dans les cases. Voilà. Ça va être vraiment un jeu qui va être pour ceux qui ont poncé Dune Imperium, qui cherchent un jeu un peu plus expert, un peu plus costaud, qui cherchent un peu plus de rejouabilité parce qu'ils en ont marre de jouer toujours à Dune Imperium. Voilà. Donc voilà. Pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment juste ça. C'est un jeu totalement différent, hein, puisque les cartes changent, tout est beaucoup plus dur, beaucoup plus calculatoire. Voilà, on va être vraiment sur un jeu qui va avoir une profondeur différente, avec des stratégies différentes, mais on reste sur le même univers, le même principe de deck building, le même principe de se placer, le même principe des pistes avec la renommée à gauche, le même principe à droite où c'est le premier joueur qui atteint un truc qui déclenche la fin de partie et qui a de grandes chances de gagner la partie. Et voilà. Ils ont un petit peu changé aussi les fameuses cartes qui étaient embêtantes, là, qui embêtaient les gens, qui disaient que c'était un peu pas très équilibré. Ouais, ils ont un peu rééquilibré tout ça. Voilà, donc Dune Imperium Insurrection, c'est un standalone dans l'univers de Dune et qui va vraiment ajouter en fait un nouveau jeu, un peu comme un Dune Imperium 2 si vous préférez. C'est le même jeu mais tout revu. Voilà, donc tout changé, c'est pas une réédition, c'est pas voilà. C'est vraiment quelque chose de très intéressant pour tous ceux qui cherchent Dune Imperium, qui ont adoré le jeu de base. Je pense qu'ils s'intéresseront de très près à celui-là. On passe à Kabanga de chez Gigamic. Alors Kabanga, donc le jeu dans la gamme des jeux Abysso, là, les anciennes, voilà, donc les anciennes boîtes à métal. Donc c'est Michael Modler et l'illustrateur c'est Crate Bunker. Et donc c'est édité par Gigamic. Et donc Kabanga, c'est un jeu d'ambiance pour 3 à 6 joueurs. Le but du jeu, ça va être de se débarrasser de ces cartes. Vous allez avoir ici en fait des cartes masques et ici des cartes sur le côté qui vont être en fait des chiffres qui peuvent être numérotés, je sais plus, de 1 à 20, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, votre tour de jeu, c'est que vous allez devoir jouer une carte sur l'un des deux chiffres qui est disponible, le 13 ou le 16, par exemple. Et admettons que je pose le 8. L'écart qu'il y a entre les deux, entre le 8 et le 16, si des joueurs ont des cartes violettes entre le 8 et le 16, ils vont pouvoir crier Kabanga et vous jetez les cartes à la figure. Littéralement, vous jetez les cartes à la figure et c'est vous qui allez récupérer ces cartes en main. Du coup, le but du jeu, ça va être d'essayer de faire des écarts le plus petits possible pour pas récupérer des cartes et essayer de vider sa main avant les autres joueurs. Alors, il y a un petit jeu où je compte les cartes, etc. Pour avoir le moins de cartes possible à la fin et pas avoir des points négatifs s'il nous reste des cartes voilà, en fin. Voilà. Donc, c'est un petit jeu d'ambiance bien rigolo, je pense, pour jouer entre amis. Kabanga. Ensuite, Paperback de chez Flower Games, mais il est déjà sorti en fait. Hier, quand j'ai fait le listing, il était prévu pour cette date et finalement il est sorti aujourd'hui. Donc Paperback, donc l'auteur c'est Tim Flowers et illustrateur Ryan Goldsberry. Et Paperback, ça va être un jeu de deck building et de Scrabble, si vous préférez. Alors on n'a pas d'illustration à vous montrer, mais en gros le jeu, vous allez piocher des cartes lettres et construire votre deck de lettres. Et avec ces lettres, quand vous allez les piocher, vous allez essayer de faire des mots. Voilà, tout simplement. Et le but, ça va être d'essayer d'acheter les lettres qui vous intéressent pour faire un maximum de mots quand vous allez piocher les cartes. Voilà. Donc ça allie, comme ils disent, le Scrabble et le deck building, un peu comme dans Dominion, où vous allez avoir les lettres qui sont devant vous. Ah ok, j'achète un S, j'achète un A.
Et avec ça, je fais des mots de plus en plus intéressants. Voilà, vous avez formé un deck et créé des nouveaux mots avec ce deck en faisant un deck building, voilà, le meilleur possible. Paper, back. On passe au 16 août avec Dune, la guerre pour Arrakis de chez Simon. Décidément d'une à la cote en ce moment. Donc celui-ci, on vous en avait déjà parlé le mois dernier, il a encore été reporté. J'espère qu'il ne le sera plus. L'auteur, c'est Marco Maggi et Francisco Necchilio. L'illustrateur, c'est Enig Ludizen, Stefano Maroni et Paolo Parente et Steve Prescott. Et donc celui-ci, c'est dans l'univers de Dune, mais cette fois-ci, ça va être un jeu. Alors ils mettent 1 à 4 joueurs, mais en fait, ça va plutôt être un jeu à 2, hein, où vous allez vraiment vous affronter. L'un va incarner une nation, l'autre va incarner une autre nation. Et vous allez vous incarner un peu presque à la limite d'un petit wargame, mais dans l'univers de Dune, pour essayer de conquérir des territoires, se taper dessus sur le terrain de Dune en incarnant les fameuses factions connues de l'univers de Dune. Voilà. Donc c'est voilà, un jeu stratégie asymétrique. Les joueurs se battent pour le contrôle des planètes. Voilà, donc vous allez avoir plusieurs endroits où vous allez pouvoir contrôler les territoires. Voilà, on est sur du bon gros jeu, hein, très clairement. Assez cher, mais il y a beaucoup de matos. Hein. Il y a des figurines, bon, toutes les figurines, tout le matos. C'est une carte qui est plutôt assez grande. Et bah ouais, je vous avoue que ça donne très envie d'y jouer. Moi, j'ai bien envie de savoir ce que ça vaut. Pourtant, je ne connais pas trop l'univers de Dune. Personnellement, j'ai jamais vu Dune. Mais voilà, ce jeu d'affrontement, la carte, la façon dont ça va se passer, ça m'intrigue plutôt. Donc, bah, à voir plus tard. En tout cas, ce qui me plaît, c'est le fait d'avoir des factions asymétriques. Donc, chacun va jouer vraiment à sa manière pour essayer de battre l'autre, de choper les majorités sur les planètes, de contrôler les planètes, de se taper dessus. Voilà. Il y a des dés, il y a tout ce qu'on aime. Voilà. Ça a l'air vraiment très intéressant. Dune, la guerre pour Arrakis. Ensuite, Yokohama de chez Synapse Games. Alors, Yokohama, l'auteur est Hisashi Hayashi et l'illustration c'est The Creation Studio, Adam Backmaver et Ryo Niamo. Et donc Yokohama, c'est une réédition. Le jeu Yokohama existe déjà et marche très très bien, est toujours très très bien classé sur BGG. Et donc Synapse a décidé de le rééditer dans une version toute jolie, toute belle, avec les plateaux double couche, des tuiles plus jolies, des illustrations revues, voilà. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Yokohama, on va aller plutôt ici. Ouais, c'est coloré. Donc je disais dans Yokohama, vous allez avoir donc en fait ici les... Apparemment, oui. En tout cas, il donne envie. Et merci de parler pour la première fois sur la chaîne. Hello Belia. Et coucou Dalmor, comment tu vas? Hello. Et donc bah, Yokohama, donc le but va reprendre une version un peu à la Istanbul en fait. Parce qu'en fait Yokohama, vous allez avoir en fait des petits cubes, alors qui sont on voit sur les côtés, qui vont être en fait l'équivalent de vos assistants que vous allez venir poser sur votre plateau. Et vous allez utiliser un jeton qui est le président qui va se déplacer. Et vous allez faire l'action de la tuile où votre président se trouve. Et la puissance de votre action, ça va être le nombre de cubes qui vous appartient, qui seront présents sur la tuile. Du coup, plus vous allez avoir d'assistance sur une tuile, plus votre action sera forte. Et bah alors là, je vous passe les détails, mais chaque action, vous allez pouvoir récupérer des ressources, vous allez gagner des points de victoire. Comme dans Istanbul, si vous passez par un endroit où il y a un président adverse, vous devez lui payer une taxe. Et du coup, vous devez lui donner de l'argent pour pouvoir passer par là. Sachant que bah, votre président, il peut se déplacer que là où il y a justement vos fameux assistants. Donc du coup, vous allez créer une sorte de chemin avec vos assistants pour essayer de faire les actions qui vous intéressent. Mais quand vous faites une action, les assistants, ils s'en vont. Et ensuite, à votre tour de jeu, il faudra replacer les assistants de manière intelligente. Bien évidemment, le jeu est bien plus profond que ça, hein, puisqu'après, vous allez avoir plein d'actions possibles. Vous allez pouvoir, suivant la puissance de l'action, vous allez pouvoir mettre un magasin qui va être présent sur ces fameuses cartes en haut à droite pour gagner des points de victoire supplémentaires. Et c'est vraiment un pur jeu assez profond. Vous allez pouvoir vous déplacer, essayer de vous balader donc, dans Yokohama pour marquer un maximum de points de victoire. Donc ça a l'air vraiment très intéressant, ça. Vraiment, il donne très très envie. Ce Yokohama.
On passe à Art Society de chez Lucky Duck Games. Alors, Art Society, je pense que c'est un des jeux peut-être les plus attendus pour le mois d'août. L'illustrateur, c'est Veronica Grassi, Max Kozek, Angelina Reni, Sofia Rossi, Audrey Shermadi et Giacomo Vichy. Et l'auteur, c'est Mitch Wallace. Dans Art Society, bah, votre but, ça va être d'essayer d'accrocher des tableaux. Voilà, vous allez accrocher des tableaux dans votre galerie d'œuvres d'art pour essayer de marquer un maximum de points de victoire. Et donc, bah, là, vous voyez ici, vous allez avoir... Là, par exemple, c'est un tableau terminé. Là, j'ai posé tous mes tableaux. Ils sont tous posés parfaitement. Ah ouais, mais votre plateau, au départ, il n'est pas du tout comme ça. Il est, voilà, plutôt comme ça. Totalement vide. Bon, là, il y a déjà des plateaux. Et pour acheter ces tableaux, bah, en fait, ça va être une mécanique assez originale d'enchère. Vous allez miser une enchère et celui qui va mettre l'enchère la plus haute va avoir le choix pour choisir son tableau en premier et ensuite le suivant, etc. Et ensuite, quand vous récupérez un tableau, bah, c'est très simple, vous l'accrochez sur votre mur. Le premier tableau que vous accrochez, vous le mettez où vous voulez. Les suivants, vous devez le mettre adjacent à celui que vous venez de poser. Si jamais il n'y a pas de tableau qui vous intéresse, vous êtes obligé d'en prendre un. Et à ce moment-là, vous pouvez le confier à votre assistant, là, qui est sur le côté, en mode, bon, garde-le sur le côté, celui-là, on va l'accrocher, mais j'attends un peu, quoi. Et le but, ça va être d'essayer d'organiser au mieux son tableau pour recouvrir un maximum de cases et essayer de mettre des couleurs, un maximum de couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais vous mettez deux couleurs identiques, deux tableaux du même type d'à côté, c'est ce qu'on appelle une faute de goût. C'est pas bien. On ne met pas deux types de tableaux à côté, du coup, vous allez perdre des points. Les tableaux, ils ont aussi des petits boucliers qui vous rapporteront des points de victoire. Il y a des cases que vous allez essayer de recouvrir. Là, on voit des -2 sur les angles. Si vous arrivez à les recouvrir, ça vous fera des points de victoire de pas perdus, en fait. Voilà. Et le plus intelligent, en fait, c'est qu'à chaque fois, vous allez avoir 3 tableaux. Si on joue à 2 joueurs, vous allez avoir 3 tableaux. Donc, il va en rester un. Mais celui qui n'est pas pris, il va aller dans le musée, dans la galerie, et ce tableau va gagner en valeur. Ce qui veut dire que la couleur qui n'est pas choisie, c'est la couleur qui va scorer, qui va faire plus de points. Donc, plus il y a de tableaux boudés d'une couleur, plus il rapporte de points à la fin. Du coup, il y a un petit jeu de attends, celui-ci je le prends, celui-ci je vais le bouder, voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on va vouloir qui score. Et à la fin de la partie, une fois qu'un des joueurs a rempli totalement son tableau, ou alors que pendant 2 tours d'affilée, un joueur a un tableau ici et ne peut pas poser de tableau encore, c'est-à-dire que 2 fois en gros il passe, il ne peut vraiment pas poser de tableau, et à ce moment-là, la partie est aussi terminée, on fait le scoring. Le jeu, c'est pas plus complexe que ça, c'est vraiment juste une sorte de polyomino déguisé finalement, hein, puisque vous avez posé vos tableaux comme ça, et ça a l'air vraiment très malin, très joli. Voilà, là ce sont les fameuses enchères que vous allez faire pour essayer d'acheter les tableaux. Et ici c'est le scoring. Et vraiment ça donne très très envie. Et alors en plus il y a une petite particularité assez drôle pour avoir vu la boîte. La boîte ici elle est creusée. C'est-à-dire qu'ici là c'est double couche la couverture. Ils ont vraiment voulu. Ça le truc voilà, génial, quoi. ils ont vraiment voulu pousser le vis jusqu'au bout. Et là tous les tableaux en fait ils sont creusés dans la boîte. Donc ça donne vraiment très très envie. Et voilà tout ce que je peux vous dire sur Art Society. Ensuite, Pirates de Maracaibo de chez Super Meeple. Mon petit doigt me dit qu'elle est déjà sur YouTube, non? Hein? Là, décidément, ce soir, c'est Loudoum qui fait des siennes. Ça fait longtemps. Donc, Pirates de Maracaibo, donc l'auteur c'est Alexandre Pfister, Ryan Hendrickson et Ralph Renner. Et l'illustrateur c'est Christian Fiore-Grandi et Odissa Stambouli. Et donc l'éditeur Super Meeple, enfin localisation par Super Meeple. Et Pirates de Maracaibo, on l'a tourné sur la chaîne, hein, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite tout simplement à aller voir la vidéo qui va reprendre en fait l'univers de Maracaibo, mais c'est bien un standalone, un jeu qui va plutôt être initié, initié dans l'univers de Maracaibo. Vous allez même retrouver un peu les traceurs de Maracaibo avec des actions qui vont vous parler. Et vraiment, ça fonctionne très très bien. Nous, on a beaucoup aimé. Si vous voulez savoir les règles complètes, je vous invite à aller voir la vidéo et voir ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que c'est parmi les meilleurs jeux qui sortent cette année, en tout cas en août. C'est aussi parmi un des meilleurs jeux qui sort.
Et intéressez-y parce que vraiment c'est très très intéressant. Vous allez vous déplacer. Voilà, vous allez ici faire la partie exploration. Ici vous avez votre bateau, vous allez vous poser sur une carte, vous allez faire l'action de la carte, vous allez gagner des objectifs, vous allez pouvoir piller des îles pour gagner des trésors que vous allez mettre sur votre bateau. Ce bateau-là, vous allez pouvoir du coup l'améliorer pour gagner des actions bonus, gagner des pouvoirs. Et vous allez avoir ici vos trésors qui vont être posés ici, que vous allez essayer d'enterrer pour marquer un maximum de points de victoire. Voilà. Donc Pierre de Maracaibo, c'est vraiment un ensemble de tout ça. Ça donne vraiment... C'est vraiment très très bon. Nous, on a vraiment adoré. Donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo. Stick and Stack de chez Origami. Stick and Stack, donc ça a l'air drôle. Hein. L'illustrateur c'est Forest Prison Creative et l'auteur c'est Brad Bros et Jim Wilson. Et Stick Stack en fait c'est très simple. Vous allez avoir ici une sorte de tube avec un petit ressort et ici une petite coupelle. Et vous allez devoir poser ces sticks dessus. Avec une règle très simple, quand vous posez un stick, il doit superposer deux couleurs à indiquer. Si le stick il est rose et bleu, vous devez toucher au moins du rose ou au moins du bleu. Et ce truc il va venir à pencher. Et le but du jeu c'est que quand c'est vous qui posez, ça tombe pas. Et que ça tombe quand c'est un adversaire qui le pose. Celui qui fait tomber le tout a perdu. Un petit peu comme des jeux où on va venir faire une pile pour pas que ça tombe, comme des caplas. Et le dernier joueur qui pose le capla qui fait tomber a perdu. C'est un peu le même principe, sauf que là, cette fois-ci, c'est vraiment dans un petit stick avec évidemment des règles un peu plus poussées. Et ce côté équilibre avec le pylône, voilà, doit être très sympa. Stick et stack. On passe au 23 août avec Mycelia, The Strategic Mushroom Games de chez Happy Meeple Games. Donc Mycelia, The Strategic Mushroom Game. Donc l'illustrateur c'est Gigi Neville et l'auteur c'est pareil. Alors celui-ci ça va aller très vite, j'ai pas trouvé d'infos dessus. Il est sur BGG mais j'ai pas trouvé vraiment beaucoup de choses. Je vais quand même pouvoir vous montrer quelques photos. Donc c'est l'autre. C'est l'autre. Donc c'est un jeu sur les champignons. Vous allez cette fois-ci essayer de poser donc vos champignons et vos spores. Et ici, vous allez faire une sorte de collection de champignons. Donc là, le thème a l'air d'être vraiment bien plus présent et beaucoup plus expert que le Mycelia qu'on connaît de chez Ravensburger. Hein. Voilà, vous allez avoir des jetons spores, des jetons champignons. Vous allez avoir ces fameuses tuiles en triangle. Voilà, que vous allez poser pour faire des actions. Et ici, vous allez avoir les différents champignons que vous allez devoir... alors, je ne sais pas si vous devez les collectionner en fonction de comment vous allez monter ici. Voilà, je vous avoue que je n'ai pas trouvé énormément d'infos, donc je vous dirai des bêtises. Mais je vous avoue que ça m'intrigue. C'est un jeu qui a quand même un certain prix, donc à voir pour plus tard. Mycelia, The Strategic Mushroom Game. Donc la stratégie des jeux champignons, je crois que ça veut dire. Ensuite, Falling Sky de chez Pixie Games. Un Y. Donc, Falling Sky, l'auteur c'est Volko Ruth et Andrew Rook. Et l'illustrateur c'est Roger McDowen, Sechtu Nieto et Marc Simonich. Et alors là, on est clairement sur du wargame. Voilà. Donc on va aller assez vite sur celui-ci. On est sur un pur jeu de wargame où on va devoir faire du contrôle de territoire, de l'affrontement. Dans le thème Rome, voilà, 54 avant Jésus-Christ. On va pouvoir... il y a César, la Gaule, voilà, on va incarner ces fameux peuples. Et donc il parle d'un wargame expert quand même. Hein. Donc c'est pas trop notre gamme de jeu nous, donc c'est pour ça que je ne me suis pas intéressé plus que ça, mais voilà, pour ceux qui cherchent des wargames peut-être un peu moins costauds que ça peut être des vrais wargames vraiment avec une énorme table et tout, on a l'air d'être sur quand même un wargame assez épuré, avec un plateau qui n'a pas l'air si grand que ça. Ouais, et voilà, comme tout wargame, le but c'est d'écraser son adversaire en contrôlant des territoires, en éliminant des troupes, voilà. Falling Sky. King of Tokyo Origins de chez Yellow. Alors, King of Tokyo Origins.
Où est-ce qu'il est? Et là. Donc King of Tokyo Origin, donc Richard Galfield qui est toujours l'auteur, Régis Torres pour l'illustrateur. Et en fait, c'est un standalone dans l'univers de King of Tokyo, mais en version allégée. C'est-à-dire que c'est plutôt un King of Tokyo familial. Alors, j'avoue que j'ai un peu du mal parce que King of Tokyo, c'est déjà un jeu plutôt familial. Là, il est à partir de quel âge? Donc dès 8 ans. 8 ans. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont allégé précisément dedans. Mais en tout cas, ils ont simplifié les règles. Faut avoir 20 points, voilà. Donc bon, je sais Une voix pas. plus petite. Voilà. Ils ont mis une boîte un peu petite, moins chère, je pense aussi. Et ils ont dû simplifier un peu les règles sûrement des dés, ou peut-être les pouvoirs de nos De nos singes. ouais, enfin des grands monstres, on va dire, Ouais. qu'on incarne pour se foutre des baffes. Bon, on voit toujours quand même le côté Tokyo, où il y a quelqu'un qui peut aller dans Tokyo, qui fout des baffes aux autres, les autres ils peuvent mettre des baffes, voilà. Bon, ils ont dû simplifier un petit peu ça pour le rendre peut-être un peu plus accessible. Et je pense aussi peut-être que le but était de rendre le jeu un peu moins cher. King of Tokyo, Origin, Botanicus, je ne sais pas comment ça se prononce. Botanicus. L'auteur c'est Samuel Tabelli Ferrari et Vieri Massegni. Et l'illustrateur c'est Marcel Grober, Frank George Stamel. Et donc c'est édité par Homs Inglock. Alors Botanicus c'est un jeu dans lequel vous allez faire votre petit jardin. Voilà, vous allez faire votre petit jardin tranquillement. Un petit jeu sur les plantes pour changer. C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup ces derniers temps. Et vous allez donc avoir ici le plateau principal, en fait. Voilà. Sur lequel vous allez pouvoir récupérer les jetons que vous allez venir poser sur votre plateau personnel. Vous voyez, là, on est en train de planter nos petites plantes. Voilà. On voit ici la serre, etc. Alors, mécaniquement, on est sur un jeu qui va être un jeu de... Gestion de ressources. Ouais, c'est ce que j'allais dire, gestion dans ma tête. Placement de tuiles, puisque, placement de tuiles, parce qu'on va placer les tuiles pour organiser notre jardin. Ça a l'air tout mimi. Ça donne grave envie. Vous allez avoir aussi ici les tuiles, je pense que ça, c'est les fameuses plantes. Les trucs que vous pouvez acheter. Là, vous voyez, on voit sûrement l'action où on peut arroser. Une action, on va pouvoir piocher des cartes. Une action, on va pouvoir mettre de l'engrais. Voilà, ici on va pouvoir creuser pour justement planter nos plantes. Voilà, alors je connais pas toutes les pistes, hein, comment elles fonctionnent, mais là on voit ici notre plateau perso sur lesquels on pose nos plantes qui ont des niveaux, donc j'imagine qu'en les arrosant, on va les faire monter de niveau. Là à droite, on va avoir des objectifs, je pense qu'on va devoir essayer de réaliser. On voit qu'il y a un côté faune et flore aussi, a priori, puisque là on voit des différents animaux. Et je vous avoue que celui-ci, il fait vraiment envie. Alors, bon, un jeu sur les plantes. On a beaucoup eu des jeux sur les écosystèmes, tout ça, mais purement sur les plantes et notre jardin, pas tant que ça, je crois. Là, on est vraiment sur la partie, c'est pas... c'est planter. C'est, voilà, vraiment, c'est faire notre petit jardin botanique, hein, Ouais. Botanicus, hein, c'est le nom. Ouais. Et je vous avoue que moi, je trouve l'illustration assez sympa. Je suis assez fan. Je trouve que c'est plutôt sympa. Là, cette piste-là, ça me plaît énormément. Je pense que c'est là qu'on va faire nos actions. On va venir se poser pour faire nos actions. On voit qu'il y a le jeton jaune, le jeton rouge, là, on peut faire des actions. Alors, est-ce qu'on va faire une par colonne, on fera une action? On est à la limite du placement d'ouvriers, j'ai l'impression, sur cette partie-là. Là, je pense que c'est l'argent, hein, évidemment, qu'on va accumuler. Et on va essayer d'arroser notre jardin, de le faire le plus joli possible pour, je pense, remplir nos objectifs au mieux. Enfin, voilà, ça... Franchement, ça donne grave envie. Voilà. J'y ai pas joué, donc je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, moi, c'est le genre de jeu, là, ça m'attire. Botanicus. Le chemin des anneaux vers la montagne du destin. De chez Yellow. C'est bon. Donc, le Seigneur des Anneaux, encore un jeu sur le Seigneur des Anneaux, on en a beaucoup en ce moment. Il y avait Rasburger aussi qui avait sorti le sien, et puis plein d'autres avant. Donc là, on va être plutôt sur un jeu familial. Donc l'auteur, c'est Michael Reineck et l'illustrateur, c'est Alexander Katz. J'aime beaucoup la couve, personnellement. Alors, après, moi, déjà, Seigneur des Anneaux, il y a 70% de l'achat qui est fait à partir du moment où c'est sur le Seigneur des Anneaux. Le principe, c'est un jeu coopératif où nous allons revivre en fait
l'histoire du Seigneur des Anneaux, de Frodon, de la communauté de l'anneau, jusqu'à la destruction de l'anneau vers la montagne du destin. Nous allons avoir des cartes ici, c'est des alliés que nous allons venir poser ici, nous allons pouvoir utiliser les pouvoirs, et nous allons avoir des objectifs à faire à chaque scénario. Et nous allons avoir des monstres que nous allons devoir affronter en nous déplaçant, en lançant des dés. Hein. Il va y avoir des combats, on voit ici les dés. Les dés, on va un peu pas se les draft, mais se les choisir, on va dire, en fonction. J'ai un résultat, ok, ça va aller là, ça va plutôt aller là, ça, on va s'en servir pour ça. Et certains dés vont déclencher des événements. Et le but du jeu, c'est de réussir son scénario pour passer au suivant, et ainsi de suite, jusqu'à remporter la fameuse destruction de la montagne du destin. Voilà, on va revivre un petit peu tout ça. Et moi, je vous avoue que je suis assez conquis hein, sur ça. Seigneur des Anneaux, ça me parle. Jeu coopératif, ensemble. Maintenant que Gaëlou connaît bien le Seigneur des Anneaux en plus, voilà. Vraiment, voilà. Dans l'univers, vraiment grave envie de découvrir ce jeu-là. Voilà. Donc vraiment très familial, a priori. C'est vraiment très accessible à partir de 10 ans. Donc je pense que c'est pas trop un problème. 50 minutes, ça, je sais pas si 50 minutes, je pense que c'est la durée d'un scénario. Je sais pas combien il y a de scénarios dans le jeu, par contre. 5 minutes, ouais, je sais pas. Je dis pas combien il y a de scénarios. Après, je pense que c'est le genre de jeu qui peut être rejouable parce que, alors la première fois vous allez découvrir le scénario, il y a des enveloppes, je crois, ou des choses que vous allez découvrir. Mais bon, dans l'ensemble, je pense que c'est un truc qui peut être rejouable. En tout cas, j'ai carrément envie de découvrir ce jeu. Bon, voilà. Le Seigneur des Anneaux vers la montagne du destin. On passe à Moonleap de chez Yellow. Alors, Moonleap, l'auteur c'est Rudy Hoffman, l'illustrateur c'est Won Jin-Jil. Moonleap, c'est un petit jeu d'astronautes. On est sur la Lune et on doit essayer d'envoyer le plus d'astronautes possible vers le fond. Dès qu'il y a 3 astronautes qui sont arrivés au bout, ça déclenche la fin de partie. Et à ce moment-là, on va regarder quels sont les astronautes qui sont le plus près voilà, pour voir qui a gagné. Pour déplacer ces astronautes, on va avoir non, c'est pas un dé, j'allais dire, c'est un... Ah. Ouais, attends, ça m'échappe. Si, c'est un dé, voilà, j'ai eu un doute. Vous allez avoir un dé pour déplacer vos astronautes, et en lançant le dé, vous pourrez déplacer l'astronaute numéroté par le dé. Sachant qu'un astronaute va avancer avec les cases. Le petit twist intéressant, c'est que quand il y a des astronautes devant, ils jouent avec la gravité à sauce-mouton. Ce qui veut dire que du coup, on va pas vouloir faire trop des lignes pour que l'autre il se téléporte rapidement de l'autre côté. Mais en même temps, si on fait des groupes d'astronautes ensemble, on va pouvoir tous les déplacer en même temps. Du coup, ça va être à nous d'essayer d'organiser au mieux nos petits astronautes pour nous déplacer, pour pouvoir faire un déplacement maximum. De plus, il y a certaines cases, vous voyez, qui sont numérotées. Si on arrive à mettre l'astronaute qui est numéroté dessus, on va gagner des bonus de déplacement. Voilà. Donc, c'est un petit jeu qui a l'air plutôt intéressant sur le papier. Personnellement, je trouve ça intéressant. Après, à voir. C'est une petite boîte, c'est du petit jeu. C'est 20 minutes de partie. Je sais pas si à 2, c'est bien. Vu qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal d'interactions, qu'on va se gêner et tout. À voir. En tout cas, je pense que c'est typiquement le genre de petit jeu qui peut être idéal pour les tout. Moonleap. Ensuite, Animaux de chez Space Code. Alors, Animaux, c'est un jeu pour enfants. Mais je pense que ça, je vais le prendre. L'auteur, c'est Anja Webb et Bruno Paduti. Et l'illustrateur, c'est Weberson Santiago. Et là, le but du jeu, c'est ça, c'est donc, grâce au sens du toucher, on va devoir trouver les lettres qui forment le nom de notre animal. Ça m'intrigue trop. Du coup, en fait, on va mettre, on va aller chercher les lettres pour récupérer. Alors, c'est un jeu pour enfants, hein, évidemment. Pour aller chercher, là, le C, donc le R, le O, le C, voilà, pour former. Alors, c'est pas mal pour les enfants, ça permet à apprendre à écrire et tout ça. Et chacun va ensuite deviner le nom des animaux des autres joueurs grâce aux lettres trouvées. Si jamais on n'a pas tout trouvé et qu'on place comme ça, faut trouver que C-O-I-L, ça veut dire crocodile, que là, il y a pigeon. Là, I-O, c'est un peu plus dur de trouver comme ça, là, quel animal c'est. Voilà, donc pour les enfants, je pense que ça peut bien marcher. Je pense que les enfants... Voilà, il y a même une variante adaptée pour les enfants de 5 ans. Je pense que nous, c'est idéal pour notre fille, en effet.
avec le petit truc pour cacher, tout ça, ouais, ça, pour un jeu à la fois éducatif et intéressant, en plus très joli, je trouve. Animaux. On passe à The Mandalorian Adventures de chez Inspect. Alors, on était dans l'univers du Seigneur des Anneaux, maintenant On passe à Star on a la Wars. seconde licence qui cartonne en ce moment, Star Wars, et donc là, précisément, c'est l'univers de The Mandalorian, donc la série de Disney, pour ceux qui l'ont vu, qui va retracer en fait l'histoire du Mandalorian, voilà, qui va retracer donc, toute son histoire, et donc le jeu, en fait, va retracer cette histoire-là, cette série, c'est vraiment un jeu sur ça, et ça va reprendre un peu la mécanique enfin pas la mécanique, mais le principe qu'on avait vu dans certains jeux où ça va être un jeu livre, où ça va être des pages qu'on va tourner et on va vivre les scénarios, comme le Seigneur des Anneaux de chez Ravensburger en effet. Sauf que là, on n'est pas on n'est pas trop sur un jeu familial, on est peut-être plus sur un jeu initié quand même. On est sur des 12 ans, 45 minutes de partie, et là pour le coup, c'est vraiment, ça va retracer la série. Donc on va revivre les épisodes de la série. Et bah, on va être le Mandalorien, on va essayer de s'échapper, de tuer les robots qui nous attaquent, et tout ça. Et essayer de sauver le bébé Yoda, comme on l'a bien l'appeler. Et le truc assez sympa, c'est que si vous jouez à plusieurs, vous allez pouvoir mettre en place un système avec un traître. Donc quelqu'un qui va vous trahir à un moment donné, qui va plus jouer avec vous, mais contre vous. Voilà. Et pour faire vos actions, vous allez jouer des cartes ici sur les emplacements indiqués. Vous ferez les actions qui sont des actions assez basiques. Se déplacer, attaquer, explorer, découvrir. Et bah, votre but, ça va être de découvrir les scénarios. Bah moi, voilà, c'est comme le Seigneur des Anneaux. Je vous avoue que la licence Star Wars, j'aime beaucoup. Ça donne très très envie. Alors, le jeu est cher. La licence fait que le jeu est cher. C'est ça. Parce que 45 € pour le jeu, je peux me tromper, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de matos, donc ça me paraît très cher. Je pense que la licence Star Wars doit coûter un bras. Bah écoutez, si on a l'occasion de le recevoir et de pouvoir vous en parler, ça sera avec un grand plaisir. Vous voyez, on voit Gideon qui est ici, le robot qui répare lui à un moment, le bon bébé Yoda. Donc voilà, on revoit vraiment Baby tous les Yoda. traceurs de la série. The Mandalorian Adventures. On passe à Fast Blast de chez Black Rock Games. Alors celui-ci, je vous avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. C'est l'éditeur, enfin l'auteur c'est Peggy Brown et l'illustrateur c'est Stu Workshop. Et alors quand on lit les règles, ça fait penser complètement au Uno. Vous avez des cartes en main, vous devez les poser. Vous pouvez poser un chiffre sur un chiffre, une couleur sur une couleur. Jusque-là, c'est le Uno. La seule différence, c'est que cette fois-ci, vous ne jouez pas chacun son tour, vous jouez en simultané, le plus rapidement possible. Tu dois vider ta main. Tu dois vider ta main le plus rapidement possible, c'est la guerre. Ça a l'air rigolo. Et tu as des cartes avec donc des escargots qui vont déclencher ce qu'on appelle donc un Fast Blast. Mais je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était, ce fameux Fast Blast. Voilà. Alors c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, voilà, pas de temps mort, ils disent, donc voilà, c'est vraiment très frénétique, on parle de quelques minutes pour une partie. Voilà, tout le monde joue simultanément avec ces 4 cartes révélées, donc les cartes cette fois-ci sont visibles, elles sont pas à face cachée. Et bah, il faut essayer de vider sa main le plus rapidement possible. Voilà. Bon, je vous avoue que voilà, j'ai pas. Voilà, voilà. Et il dit surtout méfiez-vous du Fast Blast, mais je ne sais pas ce que c'est. Le Fast Blast. Bah, pour savoir, il faut l'acheter. Bah, c'est mettre le turbo, donc il y a une histoire avec les escargots, donc j'imagine qu'on peut se ralentir ou accélérer. Voilà. Il doit y avoir un truc comme ça qui doit être peut-être un peu drôle, mais pas d'autres infos là-dessus. Bon, moi, clairement, pas ma cam. Fast Blast. On passe au 30 août avec Rajak de chez Studio H. Alors, Rajak, l'auteur c'est Mathieu Kahn et Maxime Mercier et l'illustrateur c'est Zael. Et Rajak va reprendre la mécanique du Blackjack, merci. Du Blackjack, sauf que cette fois-ci, il faut essayer de ne pas dépasser 25. Et vous allez avoir des cartes que vous allez jouer, en fait. Vous allez pouvoir les jouer face cachée. Au début de la partie, vous avez chacun une carte face cachée. Vous ne savez pas quel numéro il y a dessous. Et ensuite, quand vous allez jouer, vous allez pouvoir jouer une carte face visible avec un numéro. Et pour faire l'action de la carte, il va y avoir des actions pour mettre des -1, s'ajouter des petits bonus, etc. Ou alors, vous allez pouvoir choisir de révéler une carte face cachée pour faire l'action de la carte face cachée. Attention, il ne faut jamais que ça dépasse 25.
Et bah, celui qui réussit à faire le plus proche de 25 ou atteindre 25 va remporter des points. Voilà. Voilà ce que c'est un petit peu le truc. Les cartes vont de 1 à 12. Vous placez une carte face cachée devant eux, ou vous jouez une carte visible devant eux et activez sa capacité, ou défaussez une carte. Voilà. Sauf que les cartes, quand vous les jouez chez votre adversaire, pas chez vous. Donc c'est l'interaction, hein, très clairement. Et vous allez essayer de faire exploser votre adversaire, sauf qu'évidemment il va y avoir des cartes face cachée, vous ne savez pas ce que c'est. Il y a un mélange de bluff, etc. Et il m'a mis une carte face cachée, tant que je la retourne pas, tout va bien. Mais attends, si je la retourne, peut-être que le pouvoir est super fort, mais peut-être que ça va m'intéresser ou pas. Voilà. Qu'est-ce qui va être intéressant à faire? Est-ce que je défausse pour retourner une carte? Est-ce que je joue une carte face cachée chez mon adversaire? Est-ce que je joue une carte face visible chez mon adversaire? Voilà. Pas mal de petites choses, de bluff, etc. Ça a l'air assez drôle, hein, pour être honnête. Je vous avoue que c'est pas forcément ma cam, mais j'y jouerai bien pour découvrir ce que c'est et voir si les joueurs voilà, se font éliminer ou pas. Ou pas. Rajak, hashtag Blackjack. Wild West, je sais pas comment ça se prononce, de chez Lucky Duck Games. Alors oui, Taylor West, donc l'auteur est Paul Denon, l'illustrateur Claude Brooks, Annika Burel, Raoul Ramos et Nate Storm. Alors Wild Tilled, on va de suite aller ici. C'est un jeu de polyomino principalement. Oh, intéressant. Très intéressant. Vous allez avoir ici un plateau creusé où vous allez mettre vos polyomino. Voilà. Et chacun va avoir un plateau personnel ici présent. Et ici, c'est la piste des manches. Voilà. Votre tour de jeu, qu'est-ce que c'est? C'est qu'au début de la partie, vous allez générer d'abord vos revenus. Vous allez générer de l'or. Là, vous voyez ici, on a une piste qui est à droite. En fonction de votre jeton, je vais gagner 2, 3, 4 ou 5 points. Voilà, j'ai gagné des petites pépites. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va jouer un nombre de manches en fonction du nombre de flèches. Donc ici, 1, 2, 3, 4 manches. Ici, 1, 2, 3, 4 manches. Ici, 4 manches. Et ici, plus que 3 manches. Voilà. Et bon, une manche, qu'est-ce que c'est? C'est l'un des joueurs va lancer les dés. Alors, les dés, vous voyez, sont déjà dans des encoches ici. Il y a un dé 8 et il y a 2 dés 20 ici. Les dés vont donner des chiffres et vous allez placer chaque chiffre dans son encoche. Ce sont les polyomino qu'on va pouvoir choisir lors de cette manche. C'est-à-dire que là, j'ai un dé ici. Je vais donc pouvoir choisir l'une des 4 tuiles, l'une des 2 tuiles, pardon, des 4 tuiles, pardon, qui sont présentes ici. Sachant que je suis obligé de choisir l'une des tuiles le plus proche de mon dé. Par exemple, si je suis ici, je vais devoir prendre celle-là. Celle-ci a un coût, je dois payer une pépite d'or. Mais si je ne veux pas prendre celle-là, que je veux passer à celle-ci, je peux payer une pépite d'or pour aller récupérer celle-ci, en payant en plus les 2 pépites d'or pour les récupérer. A l'inverse, les cartes vertes, les tuiles vertes, eux n'ont pas de coût. Mais je suis obligé de récupérer celui-ci. Je ne peux pas dire je veux celui-ci. Je suis obligé de récupérer celui-ci. Tant que celui-ci n'est pas vide, je ne peux pas récupérer celui-ci. Et ceci, je vais venir donc les poser dans ma petite ville. Ici, on va essayer donc de faire des prairies, des pâturages. Ces zones bleues ici, ça va être des villes. Et à chaque fois qu'on va poser cette tuile, on va faire l'action de la tuile. Il va se passer des choses. On va pouvoir récupérer des balles qu'on va mettre en face des brigands. Et si on a un shérif en face d'un brigand, on va pouvoir mettre une pierre tombale dessus en enlevant une balle en disant le shérif l'a tué. Et du coup, je marquerai des points en fin de partie. Quand je vais recouvrir des pioches, je vais avancer de une case sur ma piste des pioches. Les vaches me feront marquer des points de victoire en fin de partie par rapport à la taille de mon pâturage. Cette action-là aussi va me permettre de faire quelque chose. Je vous avoue que je ne sais plus quoi. Voilà. Et on va marquer des points en essayant de recouvrir au maximum nos villes. Voilà. Ici, on a les noms des villes. Ici, c'est Tombstone. Ici, c'est Eris. Ici, c'est Haunting Ease. Ici, c'est Cool City. Voilà. Sachant que la première tuile, on la pose où on veut. Et les autres tuiles, nous sommes obligés de les poser adjacentes aux autres. Donc, à nous d'organiser au mieux tout ça. En récupérant les tuiles qu'on veut, on va avoir aussi des cartes. On va aussi se battre avec notre adversaire. On va faire des combats à la fin de chaque manche pour récupérer des points de victoire qui vont être de plus en plus difficiles. Voilà, ça a l'air vraiment très sympa. Ça a l'air vachement bien édité cette histoire là, avec ces doubles couches et tout ça. On va avoir chaque bâtiment qui va avoir des actions. Par exemple, lui, il y a le rouge, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, il y en a un, c'est la banque. Si la banque elle est entièrement entourée, vous allez gagner des pépites d'or. Voilà, il va y avoir des choses comme ça. Des petits combos. Ouais, des combos, il va y avoir des cartes aussi, vous allez pouvoir jouer avec des cartes. Donc ça, c'est les fameux brigands que vous allez essayer de tuer. Ça, c'est les pierres tombales.
Enfin voilà, ça a l'air vraiment super intéressant. Moi j'aime beaucoup les jeux de Polomino, donc ça m'intrigue énormément. Je connais pas toutes les actions possibles dans le jeu, mais voilà, ici on va avoir des mines aussi à relier, voilà, des choses comme ça. Franchement, ça donne grave envie, voilà, donc bah, à voir plus tard, ça sort fin août, mais en tout cas, celui-ci, moi, il est coché dans la wishlist. Wild Tilled Waste. Takenocolor de chez Bondix et Matago. Takeno Color, alors celui-ci, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est Antoine Boza et Corentin Lebras, Piquel et Alexandrou aux illustrations. Ok. Et donc c'est Bombix et Matago, en effet, Takenoko, je rappelle, il est fait en coopération. Donc c'est juste un Takenoko en roll and white, sauf que bah, au-dessus de lancer des dés, vous allez jeter des crayons. Et avec ces crayons, vous allez remplir vos bambous. Voilà. Je ne vais pas insister plus, on vous l'a déjà présenté la dernière fois. Donc si vous voulez savoir plus de détails, je vous invite à aller voir les sorties d'avant. En tout cas, voilà, si vous aimez l'univers de Takenoko et tout ça, vous devriez aimer ce petit Takeno Color, Voilà. qui a l'air en vrai assez intéressant. Ouais. Je pense que je préférerais ça que Takenoko. De base. On passe à Inheritors de chez la boîte de jeu. Ça se prononce comment en... Inheritors, l'auteur c'est Jeffrey Sach et Kenneth DoYWin. Et l'illustrateur c'est Roxy Day et Koda O. Et donc là c'est un jeu de draft ouvert. Draft ouvert, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez voir vos cartes et vous allez essayer de récupérer les cartes que vous voulez ici pour faire de la collection, pour marquer un maximum de points de victoire. Voilà, donc ça va être un mélange de draft ouvert, de collection. Je vous avoue que celui-ci, je ne l'ai pas vraiment bossé, donc je vous dirai des bêtises. Je sais qu'il y a voilà, ici, vous allez pouvoir utiliser les pouvoirs des cartes présentes ici. Ça, je vous avoue que je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Et là, c'est les fameuses cartes que vous allez pouvoir donc collectionner devant vous. On les met par couleur et par ordre de suivi. Ça te donne plutôt envie, hein. J'ai juste pas bossé ce jeu, mais en tout cas, ça donne plutôt envie. Inheritors. Endeavor. Endeavor au profond de chez Super Meeple. Ouais. Donc Endeavor au profond, l'auteur parlé. est Carl Dévissier et Jarad Great, et l'illustrateur est Fahed Abdragil. Alors celui-ci, on va reprendre les mécaniques de Endeavor, sauf que cette fois-ci, nous allons être sous l'eau, nous allons être un sous-marin, et nous allons explorer les profondeurs d'Endeavor. Comment ça va se passer? Et ben en fait, on va avoir des cartes qu'on va utiliser pour faire des actions. Les actions, on va avoir des jetons qu'on va venir poser sur nos fameuses cartes. Alors je les vois pas là, les cartes, voilà, elles sont là, on les voit juste ici. Ce sont nos cartes, alors je vais appeler ça mon carte ouvrier, mais je crois pas que c'est le bon nom. Et on va venir poser des jetons dessus pour faire l'action qu'on veut faire. Parmi les actions qu'on veut faire, ça va être déplacer mon sous-marin. Ça va être faire l'action de la tuile où est mon sous-marin. On va pouvoir venir poser des jetons sur les fameuses tuiles pour marquer des points de victoire. On va pouvoir essayer de descendre en profondeur pour explorer, essayer d'aller chercher des points de recherche. Pour essayer d'avoir, alors j'allais dire de la majorité, mais là je crois que par rapport à Endeavor, il n'y a pas de majorité dans celui-là. Et on va essayer donc de marquer un maximum de points de victoire, hein, tout simplement, en explorant tout ça, en allant se balader, en posant nos petits jetons, en recrutant des cartes, voilà. Donc c'est celle-ci que je cherchais de cartes, voilà. Ce sont ici là où on va venir poser les jetons et on va faire l'action associée. Ici, par exemple, je ferai une action tortue, là je pourrais faire une action déplacement, je pourrais faire une action recherche, voilà. Ça va être un petit peu tout ça. Il va y avoir une action exploration qui va me permettre, en fait, au début de la partie, le plateau il est vide, et quand je vais là, je vais pouvoir me déplacer sur une carte adjacente et révéler une nouvelle tuile, et voir ce que je découvre. Pour pouvoir descendre en profondeur, il va falloir aussi avoir débloqué certains niveaux. On ne peut pas descendre de suite en profondeur, voilà. Tout le sel du jeu va être d'arriver là-dedans et d'essayer de se développer au maximum. Moi, je vous avoue que ça fait vraiment très très envie, ça. En profondeur, moi, il est coché celui-là aussi sur la wishlist. On passe à In Extremis de chez Jeux au plat. Je la trouve super jolie. Là. Alors, In Extremis, l'illustrateur c'est Stéphane Escapa et l'auteur c'est Juan Rodriguez et Julien Procher.
Alors, c'est un jeu dans la gamme de Cosmopolite, c'est-à-dire que c'est dans le même Mm. style, c'est pas du tout Cosmopolite, hein, mais c'est dans le Même esprit. le même esprit, c'est-à-dire un jeu où vous allez avoir plein de mini-défis d'expérience à devoir réaliser à l'intérieur en fait, de cette boîte. Il n'y a pas eu trop de spoilers, donc on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais voilà, c'est un jeu d'ambiance. On est ensemble, c'est coopératif. Hybride, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation d'une application pour pouvoir réaliser les défis. Et ce sont à chaque fois des défis différents, des expériences qui va nous permettre d'apprendre, de vivre des choses. Thématiquement, le jeu, je crois qu'en fait, c'est des expériences qui ont été proposées à des gens pour voir un peu comment ils réagissaient à ça, cette expérience, comment ils allaient procéder, comment ils allaient faire. Voilà. Et ben là, maintenant, cette fois-ci, ça va être ça. Voilà, soyez prêts, vous allez devoir beaucoup apprendre, désapprendre et réapprendre. Donc, typiquement, c'est pas le genre de jeu que vous verrez sur notre chaîne parce que ça me paraît compliqué à présenter. Par contre, c'est typiquement le genre de jeu que je testerai avec un grand plaisir. In extremis. Loup-garou junior. Génial ça. De chez Ravensburger. Donc, À partir de 6 ans. Donc l'auteur c'est Jens Merkel et l'illustrateur c'est Gus Batz. Et donc c'est un loup-garou adapté pour les enfants. Voilà. Donc c'est la version junior du loup-garou pour une nuit. Donc c'est-à-dire le loup-garou pour une nuit, je vous rappelle que c'est un loup-garou qui se joue en une seule manche. Et à la fin, c'est fini. Là c'est la même chose, sauf que c'est adapté pour les enfants. Donc je pense avec des pouvoirs beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à comprendre pour que les enfants puissent jouer et s'amuser entre eux. Alors si c'est comme le loup-garou, d'une nuit, 3 joueurs, c'est un peu limite. Faut y jouer à 4-5 joueurs. À partir de 2. Ouais, mais faut pas y jouer à 2, clairement. Ouais. 4-5 joueurs, ça me paraît vraiment très intéressant. Loup-garou junior. Donc là, on a fini les sorties et on passe, ce que je vous rappelle, au Pitch Express. Donc Pitch Express, c'est des jeux ou nous intéressent pas, ou des jeux pour enfants, ou des extensions. On vous en parle à peine et juste on vous annonce que ça sort. Si jamais cela vous intéresse, comme ça, vous savez que c'est des jeux qui arrivent. Ça peut être aussi des jeux qu'on vous a déjà présentés à plusieurs reprises dans des lives précédents. Ouais. On est parti. Maximal, table de division de chez Maximal. Il y a 2 A Maximal. Voilà. Donc Maximal, table de multiplication. Pourquoi j'ai mis division? Donc c'est Shiva, Ashon et il y a peut-être les deux. Hein. Peut-être que les deux existent. Hein. Il y a table de division et table de multiplication. Ouais. Qui sont donc des jeux pour apprendre les multiplications et divisions de manière très ludique. Donc voilà, si jamais vous voulez apprendre les divisions et multiplications à vos enfants et qui galèrent, ça peut être peut-être un moyen de lui faire rentrer ça dans sa petite tête. Un petit cerveau. Donc là, c'était le 2. On passe au 9 avec Time's Up Best Of de chez Repos Productions. Donc Time's Up Best Of, voilà, c'est un Time's Up avec un mélange des meilleures versions de tous les Time's Up. Jungle Speed, la totale. De chez Asmodée. Donc c'est la même chose que Time's le Up. petit format comme ça en métal. La Junk Speed, la totale vous offre non pas un mais 2 paquets de cartes différents pour toujours plus de fun. Super. On passe au 16 août avec Gelato Loco. Enfin, il y a Gelato Loco, Loco Cut et Chicoloto de chez Exploding Kittens. Donc des petits jeux. Celle-ci, c'est comme Carla Caramel, qui est très très bien pour les enfants, que j'avais présenté à un festival. Et ça ressemble à peu près au même style et je pense que c'est un peu plus facile. Dès 4 ans. Et je vais en mettre un autre parce que c'est rigolo. Chicoloto. C'est pas Chicoloto, tu m'as dit? Si. Chicoloto. Ouais, je le trouve pas. Est-ce qu'il y a deux, c'est Chico Loco. Ouais, c'est pareil. Chico Loco. Rends-lui ses dents. Ça, c'est chelou, hein. Me prenez pas mes dents, hein. Donc, les dents de votre C'est mapu. pas rigolo, hein. Bon, après, je sais pas ce qu'il faut faire, mais voilà, si jamais ça vous intéresse, savoir que c'est un jeu où il faut lui remettre les dents. A priori, il va falloir reposer les dents sur le monstre. Ensuite, l'extension de Projet Gaïa, la flotte perdue de chez Super Meeple. Alors ça, c'est une extension très attendue parce que les gens qui sont énormément fans de Projet Gaïa, voilà, l'extension qui arrive, qui apporte des navires de la flotte perdue qui vont permettre d'accéder à des nouvelles technologies.
On passe au 23 août avec un match Soleil Levant de chez Yellow. Donc encore une boîte pour un match qui ne s'arrête plus, ça doit bien cartonner. Ouais. Soleil Levant, voilà. Où celui-ci, cette fois-ci, on va incarner donc au Japon 2 combattants légères qui vont être Oda Nobunaga contre Tommy Gozen, avec la même mécanique que d'habitude de Umachid avec un nouveau plateau et chacun son deck et sa façon de jouer. Fantasy Realms édition Deluxe de chez Don't Panic Games. Il n'y a pas de I. Il y a un M. Voilà. Et la version luxe est là. Donc voilà, une version luxe de Fantasy Realms avec des cartes plus sympas, plus jolies. Voilà. Si jamais vous aimez Fantasy Realms, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Ensuite, Fireworks, encore une fois, de chez Matago. Donc Fireworks, le jeu des feux d'artifice qui sort donc le 23 août cette fois-ci, dans le même univers que Kites, mais en côté beaucoup plus expert, beaucoup plus travaillé, avec un sablier que vous allez devoir tout le temps attendre qu'il s'écoule avant de pouvoir le jouer, et d'essayer de réussir un spectacle de feux d'artifice. Coucou Mamie D, comment tu vas? Hello! Ensuite, Disney Lorcana 5e édition avec toute la panoplie de chez Ravensburger. Bon, là, je vais pas vous les montrer, mais voilà. C'est juste pour vous dire que ça sort. Voilà, Disney Lorcana, la suite qui arrive. L'extension de cartographeur Mapax de chez Intrafin. Donc, la deuxième. Cartographeur Magpie, donc 2 nouvelles cartes. 3 nouvelles cartes qui arrivent donc pour cartographeur. Lueur Aube de chez Bondix encore. Hein. Celui-là aussi, je ne sais pas s'il va finir par arriver, mais je l'attends tellement cette extension. Mais voilà, l'extension de Lueur qui devrait arriver le 23 août, qui rajoute donc des personnages, des nouveaux dés, des nouveaux petits pouvoirs, des jetons. Et Meeple Rose. Ensuite au 30 août avec Pyramid Monkey de chez Jekpo. Donc un petit jeu pour enfants dès 6 ans. Il y a ça. Ensuite, il y a Block Inca. Non, pardon. Dragon Deck, Magic Match et Little Select. Allez, on va mettre Little Select. Donc la gamme des Little, c'est pas mal de jeux de aussi. Non, Little Secret. Select. Little Select. Voilà, donc un petit jeu dès 2 ans. Donc là, on est vraiment sur. C'est un petit jeu tout mignon. Ouais, voilà, et des animaux à retrouver leur groupe, voilà. Ensuite, il y a encore la gamme zoologique de chez Djeco avec Block Inca, Taquin Logique et Octopush et Space Orbit. Voilà, donc la gamme zoologique, vous savez, cette gamme de casse-tête en fait, hein, qui se développe énormément, il y en a vraiment beaucoup, ça marche très très bien. Nous, notre fille a déjà joué à quelques-uns. Voilà, vous en avez d'autres qui arrivent, donc par exemple Space Orbit. Ensuite, mon puzzle aventure Voyage Inter-Hog de chez Gameflow. Donc c'est la deuxième aventure du livre. Donc ouais, voilà, mon deuxième puzzle aventure où le principe c'est de faire le puzzle. Et une fois le puzzle fait, vous allez pouvoir retourner ces puzzles pour vivre une aventure qui va être l'aventure en fait du livre qui a été fait avant avec 2-3 petites modifications. Et du coup, on se rappelle que c'est celui qui a gagné la catégorie enfant à l'As d'or. C'est vrai. Croa 25 Ori Games. Donc là, c'est c'est la 25e année. Ouais, une version un peu de luxe du jeu Croa qui est donc un peu réédité, un peu en joli sympa. Pour ceux que ça intéresse, qui fête donc ses 25 ans, donc un jeu qui a quand même son empreinte dans le monde ludique. Millions of Dollars volume 2 de chez Matago. Donc voilà, un jeu de chez Matago qui est la deuxième, voilà le volume 2 dans ce jeu de négociation et de bluff. Et pour finir, Kingdom Defenders de chez Ediciones Primigenio. Donc un jeu qu'on vous avait déjà parlé la dernière fois, qui a donc été décalé, une sorte de pseudo jeu de gestion et tout ça. Voilà, donc je vous invite à aller voir notre ancien live si vous voulez en savoir.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.